L'Amérique pourrait choisir une solution simple qui consisterait à appliquer des sanctions contre l'Iran. Depuis la fin du mandat de Donald Trump, le PIB iranien a doublé, alors qu'en 2016, quand Trump a été élu, la monnaie iranienne s'était effondrée à son niveau le plus bas de l'histoire. Plutôt que de passer par une option militaire, peut-être que les États-Unis pourraient donc imposer des sanctions massives pour pousser l'Iran au bord de la faillite, tout en envoyant le message clair suivant: Israël peut frapper à tout moment et n'importe où. Ça pourrait suffire à détourner l'Iran de ses ambitions nucléaire. Mais s'il continue de chercher à développer une bombe nucléaire, je suis convaincu qu'ensemble, les États-Unis et Israël feront tout ce qu'il faut pour stopper ça. Dans le cadre de notre série spéciale sur la période de transition présidentielle aux États-Unis, je m'entretiens avec David Friedman, ancien ambassadeur des États-Unis en Israël sous la dernière administration Trump, l'un des principaux architectes des accords d'Abraham et auteur de One Jewish State. Voici American Thought Leaders. Monsieur l'ambassadeur, c'est un plaisir de vous recevoir dans American Thought Leaders. Merci Yann, merci pour votre invitation. Vous avez exercé un mandat assez marquant en tant qu'ambassadeur des États-Unis en Israël. Je pense notamment aux accords d'Abraham que vous avez négociés et au déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Personne ne s'y attendait vraiment. Que pensez-vous du choix du nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël et quels seront les défis auxquels il sera confronté? Mike est un ami très proche. Je suis certain qu'il fera un excellent travail, et je ne pourrais pas être plus enthousiaste quant à cette nomination. Bien sûr, il arrive à une époque différente de celle que j'ai connue. Quand j'ai pris mes fonctions, la relation entre les États-Unis et Israël était tendue après les années Obama. Mon objectif était donc de réparer cela. Mike sera confronté à des enjeux similaires, comme il devra résoudre des problèmes liés à l'administration Biden-Harris. Mais il devra aussi gérer la guerre et le traumatisme du 7 octobre, ce que je n'ai pas connu. Il aura donc un rôle plus axé sur la sécurité. En tout cas, son engagement envers Israël est inébranlable, tout comme le mien. Nous considérons tous deux le soutien américain à Israël comme essentiel, autant pour les intérêts nationaux que pour l'âme des États-Unis. Je pense qu'il suivra une voie proche de la mienne. À quoi faites-vous référence en parlant de l'âme de l'Amérique? L'Amérique est fondée sur le premier amendement, qui interdit l'établissement d'une religion d'État, mais elle n'a jamais été un pays sans Dieu. Aux États-Unis, il suffit d'entrer dans n'importe quel tribunal pour lire ces mots. In God we trust. Nous prêtons allégeance à une nation sous Dieu. La déclaration d'indépendance, ce document révolutionnaire, affirme que les droits fondamentaux, la vie, la liberté, la quête du bonheur, sont conférés par notre Créateur. Ces droits viennent de Dieu. Et comment savons-nous quels droits et valeurs Dieu voulait pour chaque être humain en lisant la Bible? On parle souvent à la légère des valeurs judéo-chrétiennes, mais elles sont pourtant au cœur même de la fondation de l'Amérique. Et ces valeurs, d'où viennent-elles? Où ont-elles pris naissance? Où sont-elles proclamées? Le prophète Ésaïe nous dit que la loi sort de Sion et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Il ne s'agit donc pas d'une relation ordinaire entre deux pays. C'est une relation unique entre l'Amérique et le berceau des valeurs fondamentales qui donnent vie et sens à la civilisation américaine. C'est cela l'âme dont je parle. Quel sera selon vous le plus grand défi que l'ambassadeur Oukabi devra relever? La République islamique d'Iran, voilà le défi essentiel. Tous les acteurs hostiles qui ont attaqué Israël récemment, ou même depuis des années, sont soit financés, inspirés, motivés ou formés, et dans certains cas, les quatre à la fois, par l'Iran. Alors, quelle est la direction que l'Iran va prendre ? Au cours des 6 derniers mois, nous avons assisté à une véritable guerre. Une guerre réelle entre Israël et l'Iran, avec des actions militaires concrètes. Israël a accompli des choses remarquables. Cependant, l'Iran a envoyé 300 missiles balistiques sur Israël, puis 180 missiles balistiques quelques mois plus tard. Pour l'instant, aucun d'entre eux n'était équipé d'ogives nucléaires. Mais imaginez s'il l'était. C'est une menace qu'Israël doit maintenant absolument prévenir. Il y a des rumeurs selon lesquelles le leader islamique serait mort aujourd'hui. Nous en apprendrons davantage à ce sujet. Mais beaucoup de choses se passent en Iran, et cela affecte profondément Israël et les États-Unis. Je pense que nous aurons la bonne administration en place pour gérer cela.
Avant d'en venir à votre ouvrage One Jewish State, j'aimerais clarifier quelques termes pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Par exemple, vous avez mentionné la Judée et la Samarie, mais bien des gens ne savent pas nécessairement ce que recouvrent ces termes. La Judée et la Samarie sont également appelées la Cisjordanie. C'est un terme généralement plus courant. Il s'agit d'une bande de terre qui s'étend jusqu'au fleuve Jourdain. De l'autre côté du fleuve, on entre en Jordanie et c'est donc un territoire qui se termine au Jourdain, mais qui ressemble à un haricot situé en plein cœur d'Israël. C'est la région que les Palestiniens, du moins certains d'entre eux, revendiquent comme le principal territoire pour leur futur État. Et c'est également la terre que beaucoup en Israël considèrent comme devant faire partie intégrante de la souveraineté israélienne. Ce différend dure maintenant depuis environ 50 ans, depuis la guerre des 6 jours, quand Israël a conquis ce territoire. Cependant, il est important de souligner, et ce n'est pas un détail, qu'Israël n'a pas pris la Cisjordanie aux Palestiniens. Les Palestiniens n'ont jamais eu d'État dans leur histoire. Israël a conquis cette terre à la Jordanie. Personne ne reconnaissait leur droit à être là. En fait, plusieurs éléments à l'époque permettaient à Israël de revendiquer la souveraineté sur ce territoire. Israël a donc récupéré cette terre. Il y a environ 500 000 Juifs qui y vivent aujourd'hui, citoyens israéliens, ainsi que quelques millions d'Arabes palestiniens. C'est là que réside le conflit territorial entre Israéliens et Palestiniens, bien que, comme je l'explique dans mon livre, le différend dépasse largement la question du territoire. On parle beaucoup d'annexion. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie? L'annexion est un terme simplifié pour décrire le passage d'Israël, qui exerce actuellement un contrôle militaire sur la Judée et la Samarie, à une souveraineté complète sur ces territoires, comme celle qu'il exerce sur Tel Aviv ou Haïfa. Je n'aime pas le terme annexion, et je vais vous expliquer pourquoi. L'annexion désigne généralement la prise de contrôle d'un pays par un autre à la suite d'une conquête militaire, sans autre droit que celui de la conquête. Dans le cas de la Cisjordanie, le droit d'Israël sur ce territoire remonte à 3000 ans. Plus récemment, ce droit a été renforcé lors de la création d'Israël et des mandats territoriaux établis par la Société des Nations. Pour simplifier, un Américain nommé Eugene Rostow, ancien doyen de la Yale Law School qui conseillait les États-Unis à l'époque, a conclu qu'Israël a la revendication légale la plus solide sur la Cisjordanie parmi toutes les parties concernées. On entend beaucoup parler des colonies israéliennes en Cisjordanie, en Judée et Samarie. Que sont ces colonies? On imagine souvent des colonies comme des groupes de caravanes avec des hommes portant des chapeaux de cow-boys, chevauchant des chevaux et repoussant les populations locales. Ce n'est pas du tout la réalité. Tout d'abord, dans cette région, les Juifs sont une population tout aussi autochtone, si ce n'est plus que quiconque. Ce qu'on appelle des colonies sont en réalité devenues des villes à part entière. D'après les chiffres que je cite dans mon livre, 3 ou 4 d'entre elles comptent plus de 100 000 habitants. Il existe également des communautés de 20 000 à 40 000 personnes. On les appelle colonies pour instiller l'idée selon laquelle elles seraient provisoires. Comme si ces gens étaient venus, avaient planté leur maison là et pouvaient être délogés du jour au lendemain. Mais ce sont des lieux avec des banques, des cinémas, des restaurants, des routes et des parcs comme n'importe quelle autre ville en Israël. Passons à une vue d'ensemble. Que sont les accords d'Abraham et qu'ont-ils accompli? Eh bien, je pense que la grande avancée des accords d'Abraham, c'est d'avoir offert l'opportunité à d'autres pays arabes et musulmans de poursuivre leurs propres intérêts en normalisant leurs relations avec Israël sans que les Palestiniens aient un droit de veto sur ce processus. Pendant des années, le département d'État américain affirmait qu'il était impossible de développer des relations entre Israël et des pays comme les Émirats, l'Arabie saoudite, Bahreïn ou le Maroc, sans résoudre d'abord la question des revendications palestiniennes. Cela prouve que ce n'était pas vrai. Une autre perspective est celle des Émirats. Pour eux, ces accords représentent une victoire des modérés sur les extrémistes. Comme me l'a dit le ministre des Affaires étrangères des Émirats lors de nos conversations, les accords d'Abraham marquent le choix de personnes
personnes modérées, tournées vers l'avenir, qui embrassent la modernité, la science et la technologie. Ils se disent qu'en mettant de côté les rancunes du passé, nous pouvons bâtir collectivement un monde meilleur pour tous. En résumé, c'est cela, les accords d'Abraham. Ces pays, en voyant Israël comme la seule démocratie du Moyen-Orient et une puissance technologique de premier plan, se disent qu'il est dans leur intérêt de commercer et d'être du même côté que l'État hébreu. Les accords d'Abraham reflètent les intérêts propres de ces pays qui ont décidé de rejoindre la modernité et de mettre de côté les rancunes du passé. Vous plaidez pour une solution à un seul État. Avant d'évoquer ce sujet, pouvez-vous rappeler ce qu'est la solution à deux États? Une solution à deux États consisterait à prendre la Cisjordanie, c'est-à-dire la Judée et la Samarie, pour en céder la quasi-totalité à un État palestinien. Cet État palestinien exercerait sa souveraineté sur la Cisjordanie et, à terme, sur Gaza également. C'était justement ma question. Comment Gaza s'intègre-t-elle dans ce tableau? Elle semble être traitée de manière assez différente, n'est-ce pas? Gaza, c'est la première expérience d'un État palestinien. Les territoires de Gaza et de la Cisjordanie ne sont pas contigus, Israël étant situé entre les deux, ce qui rend les déplacements impossibles d'une zone à l'autre. Gaza est une petite bande de terre d'environ 13 à 14 miles carrés, mais elle possède une magnifique côte sur la mer Méditerranée, avec une vue imprenable sur le coucher du soleil. En 2005, Israël a décidé de se retirer complètement de Gaza. Il y avait alors 2 millions de Palestiniens et seulement 10 000 Juifs. Israël a quitté cette zone pour la laisser aux Palestiniens, en espérant qu'ils en profiteraient pour en tirer le meilleur parti. Mais que s'est-il passé? Ils ont organisé des élections et ont élu le Hamas, une organisation terroriste, pour les diriger. Ce fut une décision désastreuse. Par la suite, ils ont reçu des milliards de dollars d'aide internationale provenant des Nations Unies, des États-Unis, de l'Union européenne et des pays du Golfe. Et qu'a fait le Hamas avec tout cet argent? Ils ont construit des tunnels de terreur et des armes de destruction massive. Ils n'ont absolument rien fait pour exploiter le formidable potentiel économique de cette vaste bande côtière. C'était donc l'expérimentation d'un État palestinien, et elle a échoué complètement. Le 7 octobre a marqué l'apogée de cet échec avec l'attaque d'Israël par le Hamas, accompagnée d'actes de torture, de barbarie, de viol et de kidnapping. La leçon de Gaza est claire. L'expérience d'un État palestinien a échoué. Aujourd'hui, il existe une pression internationale importante pour reproduire la même expérience en Cisjordanie. Pourtant, il faut savoir que les chiffres ont révélé que, lorsque le Hamas a attaqué Israël depuis Gaza, 80% des Palestiniens vivant en Cisjordanie ont approuvé et célébré ces actions terroristes. Ce qui m'amène à la thèse principale de mon livre, il est grand temps de mettre fin à cette discussion sur un État palestinien. Cela n'a pas fonctionné à Gaza et ne fonctionnera pas en Cisjordanie. Et stratégiquement, il est encore plus dangereux d'établir un État terroriste en Cisjordanie. Le nombre de Juifs y est bien plus élevé, 500 000 contre à peine 10 000 à Gaza. L'idée qu'on puisse prendre ce territoire, forcer 500 000 Juifs à quitter leur maison et créer un État pacifique qui vivrait en harmonie avec Israël relève d'une pure utopie. Pouvez-vous me parler un peu de ce qui a été accompli sous l'administration Trump en ce qui concerne Israël? Nous avons évoqué les accords d'Abraham. Quels sont les autres événements marquants durant son premier mandat? La décision la plus attendue et probablement la plus appréciée a été le déplacement de notre ambassade à Jérusalem en vertu du Jerusalem Embassy Act adopté à une large majorité. Que ce soit Clinton, Bush ou Obama, ils avaient tous promis pendant leur campagne de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem puisque c'était une demande très populaire chez les Américains. Mais ils ne l'ont jamais fait et ils ont justifié
leur inaction et la suspension de l'application de cette loi en invoquant comme motif la sécurité nationale, une dérogation qui était prévue par cette loi. Un an après le début de son mandat, Donald Trump a mis fin à cela en cessant de signer cette dérogation. Nous avons alors reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël et déplacé l'ambassade à Jérusalem. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 14 mai 2018, exactement 70 ans après l'indépendance d'Israël. Environ 100 millions de personnes l'ont suivi en direct à la télévision. C'était un événement majeur et très populaire, car c'était la bonne chose à faire, surtout en réponse à ceux qui nient tout lien historique entre le peuple juif et la ville de Jérusalem, alors que ces affirmations sont pourtant contredites par des preuves textuelles et archéologiques. Par ailleurs, nous avons traité d'autres différends territoriaux, comme celui concernant le plateau du Golan, qui est d'une importance stratégique capitale. Il y a un litige entre Israël et la Syrie sur la souveraineté de cette région. Israël avait déclaré sa souveraineté sur ce territoire en 1981, mais les États-Unis et d'autres pays ne l'avaient pas reconnu. Le président Trump a changé cela en reconnaissant la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Ensuite, nous avons abordé le sujet de la Cisjordanie dont nous venons de parler en traitant la question consistant à savoir si les Juifs ont le droit d'y vivre ou non. Il faut savoir que depuis 1978, le département d'État américain suit une politique élaborée par Herbert Ansel qui considère qu'il est illégal pour les Juifs de vivre n'importe où en Cisjordanie, y compris dans la vieille ville de Jérusalem. Selon lui, il s'agit d'un territoire occupé illégalement. C'était une question cruciale pour Mike Pompeo, alors secrétaire d'État. Il a passé environ 8 mois à examiner et à faire des recherches sur cette question. Il en est ressorti ce qui a été appelé la doctrine Pompeo, qui déclare que les Juifs ont le droit de vivre en Judée et en Samarie, leur patrie biblique. Cela, en plus des accords d'Abraham, représente, selon moi, les 4 éléments principaux associés à la position pro-Israël du président Trump durant son premier mandat. Pensez-vous que l'Arabie saoudite pourrait rejoindre un accord comme ceux d'Abraham sous cette future administration? Je le pense. L'Arabie saoudite aurait probablement rejoint les accords d'Abraham si nous avions eu 6 mois de plus durant notre premier mandat. Mais je crois qu'ils finiront par les rejoindre. Ils ont tout intérêt à le faire. La normalisation avec Israël offre beaucoup d'avantages à l'Arabie saoudite, à commencer par un rempart solide contre les activités dangereuses de l'Iran. Il y a également beaucoup à gagner pour l'Arabie saoudite en renforçant ses liens avec les États-Unis et en se rapprochant, je dirais, de la modernité. Ils font déjà des efforts pour faire évoluer leur société en ce sens et je pense que c'est une bonne chose. Cela pourrait même encourager le monde musulman, dont l'Arabie saoudite est le leader, à sortir des âges sombres que de nombreux régimes musulmans ont malheureusement contribué à perpétuer. Donc, oui, je pense que nous nous dirigeons vers des accords avec l'Arabie saoudite. On entend beaucoup parler de l'UNRWA. J'ai d'ailleurs réalisé plusieurs épisodes sur ce sujet. Nous savons maintenant que certains employés de l'UNRWA ont été impliqués dans les événements du 7 octobre. La première administration Trump avait cessé de financer l'UNRWA avant que l'administration Biden ne fasse marche arrière. Que devrait-on faire avec l'UNRWA? Je pense qu'il faut supprimer l'UNRWA et repartir de zéro. L'organisation est profondément défaillante, non seulement à Gaza, mais dans toute sa structure depuis sa création, ici même, près du siège de l'ONU. Je tiens à préciser, pour ceux qui ne le savent pas, que l'UNRWA est une agence de l'ONU spécifiquement dédiée aux réfugiés palestiniens. Exactement. Et je vais apporter des précisions supplémentaires. L'ONU dispose d'une agence générale pour les réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui s'efforce de réinstaller les réfugiés dans le monde entier, sauf un groupe, les Palestiniens. Rien que pour eux, il existe l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Techniquement, l'UNRWA pourrait inclure dans son champ d'action une personne comme Gigi Hadid, une supermodèle vivant à Beverly Hills, mais dont la famille est originaire de Palestine avant 1948.
Non seulement c'est un gaspillage d'argent, mais en plus, l'UNRWA finance des écoles où l'on inculque une profonde haine des Juifs. Je peux vous donner un exemple. Dans une pièce de théâtre pour élèves de CM1, la moitié des enfants sont déguisés en juifs avec des barbes et de gros nez. Les pires caricatures qu'on fait des Juifs. L'autre moitié est déguisée en terroristes, avec des fusils automatiques et des uniformes militaires. Les terroristes tirent sur les Juifs, qui tombent morts. Ensuite, les terroristes saluent le public et les parents applaudissent. Tout cela sous la supervision de l'UNRWA. C'est donc une organisation irrémédiablement défaillante. Je ne sais pas combien d'employés de l'UNRWA étaient des terroristes du Hamas, mais ce n'est pas un petit nombre. Il faut tout reprendre de zéro. Que feront les États-Unis selon vous? Sous l'administration Trump, je pense que les États-Unis auront une approche très prudente envers toute organisation voulant donner de l'argent à Gaza s'il n'y a pas de réelle garantie que ces fonds seront utilisés à bon escient. Il faudrait qu'un autre pays doté d'une certaine crédibilité intervienne. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudrait s'impliquer dans ce désordre. Personnellement, je serais très sceptique quant à l'idée que les États-Unis investissent des fonds sans disposer de véritables assurances que cela conduira à des résultats concrets et positifs. Sans plus attendre, parlons de la solution à un seul État ou d'un seul État juif. Pouvez-vous m'exposer vos arguments? On part du constat que la création d'un État palestinien est inenvisageable. C'est un risque existentiel pour Israël et probablement aussi pour la Jordanie. La dernière chose dont le monde a besoin, c'est d'un État terroriste entre le fleuve Jourdain et la mer Méditerranée. Les Palestiniens ont prouvé qu'ils ne sont pas en mesure de gérer un État où ils contrôleraient leur espace aérien, leurs frontières et leur spectre électromagnétique. Ils en sont tout simplement incapables, et le risque serait trop grand pour toute la région. Maintenant, quelqu'un doit être souverain. La question est, qui est le mieux équipé pour cela? En substance, vous dites que le peuple palestinien n'a pas le droit à l'autodétermination. Est-ce bien ce que vous voulez dire? À un niveau national, oui, je dirais cela. Je ne vois pas pourquoi les Palestiniens seraient différents d'autres peuples. Il y a beaucoup de populations à travers le monde qui n'ont pas leur propre pays, mais qui vivent bien et sont satisfaites de leur situation. De plus, les Palestiniens n'ont jamais exprimé un véritable désir sérieux d'autodétermination nationale. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas gérer leurs propres taxes locales, leur espace urbain ou leur programme de scolaire, à condition qu'ils ne soient pas malveillants. Personne ne leur refuserait le droit à une autonomie locale. Mais l'autodétermination nationale, avec une armée et le pouvoir d'agir potentiellement contre leurs voisins, non. Ils ont montré, pendant des décennies, qu'ils ne peuvent pas vivre en paix avec leurs voisins. Et bien sûr, l'exemple le plus frappant de cette réalité, c'est le 7 octobre 2023. Mahmoud Abbas, supposé être le meilleur leader de leur camp, a reçu un appel du président Trump après l'élection. Il faut savoir qu'Abbas est dans la 19e année d'un mandat de 4 ans. Il a été élu pour 4 ans, mais il est resté au pouvoir pendant 15 ans sans organiser de nouvelles élections, tout en favorisant la corruption et en enrichissant ses proches. Du point de vue des Palestiniens, que je connais assez bien après avoir passé 4 ans dans la région et rencontré de nombreuses personnes palestiniennes, beaucoup n'ont pas vraiment confiance en la capacité d'un gouvernement palestinien à agir de manière appropriée, à améliorer leur vie, leur prospérité, leur liberté et leur dignité. Il ne faut pas aborder cette question théoriquement en termes de droit absolu, mais en tenant compte de la réalité du terrain et ce qu'il s'est produit par le passé. Sur cette base-là, je dirais que les Palestiniens n'ont pas de droit à l'autodétermination nationale. Essentiellement, vous plaidez pour une souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. Exactement. Je plaide pour la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie, mais cela ne signifie pas priver les Palestiniens de leur droit d'y vivre. La Cisjordanie est divisée en 3 zones, A, B et C. Les zones A et B sont entièrement arabes,
tandis que la zone C est majoritairement juive, bien que des Arabes aient empiété sur cette zone. Ma vision serait d'éliminer ces divisions fictives. Il s'agirait d'un seul grand territoire gouverné par Israël qui y exporterait les valeurs de démocratie, de liberté et d'opportunité qui existent dans son territoire légalement reconnu. Les Palestiniens vivant dans ce territoire continueraient d'y vivre, tout comme leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils auraient le droit d'être résidents permanents et leurs vies s'amélioreront considérablement. C'est un point crucial, car certains utilisent le mot apartheid pour parler d'Israël. Mais ceux qui évoquent l'apartheid devraient l'étudier. L'apartheid en Afrique du Sud consistait à forcer les populations noires à quitter leurs maisons pour les reloger dans des bidonvilles dépourvus d'eau courante ou d'électricité. Ce que je propose, c'est l'opposé de cela. C'est un plan où les Palestiniens vivant en Cisjordanie continueraient d'y vivre, avec un droit légal d'y rester, tout comme leurs enfants et petits-enfants. Leurs conditions de vie s'amélioreront, car Israël, une fois qu'il aura la souveraineté sur cette zone, pourra investir dans de meilleures infrastructures, comme des routes, des écoles et des hôpitaux. Cela met fin à l'idée d'un État palestinien. Si Israël prend la souveraineté sur l'ensemble de ce territoire, qui aurait pu être partiellement destiné à un État palestinien, il ne pourra plus y avoir d'État palestinien. C'est une bonne chose pour Israël, pour la Jordanie, pour le monde et aussi pour les Palestiniens. Regardez la situation en Israël actuellement. Il existe déjà une minorité arabe, représentant 20% de la population. Les universités israéliennes comptent parmi les plus prestigieuses, et plus de 20% des étudiants dans ces établissements d'élite sont arabes. Les Arabes ont atteint des sommets dans des domaines comme le droit, la médecine, le commerce et l'éducation. Israël a un historique prouvant qu'il traite équitablement ces minorités et qu'il les aide à s'émanciper. C'est pour cela que j'ai choisi avec soin les mots du titre de mon livre, « Un État juif ». Il existe 30 ou 40 États musulmans dans le monde, ainsi que des États chrétiens, bouddhistes et hindous. Ici, nous parlons simplement d'un seul État juif, juste un de la taille du New Jersey. Mon argument est qu'il devrait y avoir une place dans ce monde pour un État juif, sur une terre où le peuple juif a le droit historique le plus ancien et le plus légitime, bien plus que tout autre peuple ailleurs. Cependant, si Israël absorbe ce territoire, il existe un risque que les Palestiniens finissent par élire un régime non juif pour le seul État juif. Nous devons donc trouver une solution équilibrée et je crois que c'est possible. Aucun gouvernement au monde n'a atteint ses objectifs sans établir un régime négocié autour de ses aspirations. Par exemple, lors de la formation des États-Unis, il y avait une préoccupation concernant la Chambre des représentants, qui est l'organe le plus populiste du gouvernement, car ses membres sont élus directement par le peuple dans chaque district. Pour y remédier, ils ont donc créé un Sénat. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si je vis au Montana, où je représente une infime fraction de la population des États-Unis, je peux tout de même choisir un 50e du Sénat américain. Est-ce une démocratie pure? Non. Ce sont les intérêts divers qui se sont réunis pour former notre pays. Ce n'est pas une démocratie absolue, mais un système adapté aux réalités et aux compromis nécessaires. De la même manière, nous pouvons imaginer 10 façons différentes de trouver une solution équilibrée. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est mettre en place un mécanisme de gouvernance qui compromet l'existence du seul État juif. En dehors de cela, les Palestiniens pourraient bénéficier d'une autonomie pour les affaires civiles, qu'ils puissent gérer leur vie de façon autonome leur donnerait, je pense, beaucoup de fierté. Vous suggérez qu'ils n'auraient pas le droit de vote. Est-ce bien cela? Pas à un niveau national. Les Arabes en Israël ont ce droit, tout comme les citoyens israéliens. Je pourrais citer un exemple. Aux États-Unis, les habitants de Porto Rico ne votent pas non plus lors des élections nationales, bien que les États-Unis exercent une souveraineté complète sur Porto Rico. Il existe d'autres solutions possibles. Mais ce modèle fait toutefois l'objet de nombreux débats. Je pense qu'ils souhaitent voter, non? Il y a évidemment débat, et je n'ai aucun doute que ce livre suscitera également de nombreuses discussions. Quant au mécanisme de gouvernance, on pourrait écrire 3 livres sur la meilleure façon d'organiser la gestion de la Cisjordanie entre les Juifs qui y vivent, les Palestiniens qui y résident et l'État d'Israël dans son ensemble. C'est un sujet complexe. Si vous réunissez 50 avocats, il y aurait 50 avis différents. Je ne cherche pas à résoudre cette question aujourd'hui. Ce que je cherche, c'est d'abord à faire reconnaître que la meilleure solution, un seul État juif qui assume la responsabilité de chaque individu à l'intérieur de ses frontières. Ensuite, il faut réfléchir à un système de gouvernance, comme l'ont fait d'autres pays par le passé, qui tiennent compte des considérations de l'État d'Israël.
Ce n'est pas forcément une idée nouvelle. Caroline Glick a écrit un livre à ce sujet et d'autres personnes la défendent. Mais on en entend très peu parler de ce côté de l'Atlantique. Pourquoi, selon vous? Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il existe un intérêt limité à s'attaquer à un problème qui dure depuis des décennies. Historiquement, ce problème a toujours été là, et beaucoup préfèrent concentrer leur énergie à autre chose. Ensuite, la solution à deux États est devenue une idée reçue largement adoptée par le Parti démocrate, et, à l'exception de Trump, par le Parti républicain également. Depuis les années 90, on s'est accroché à cette idée. Mettre les Juifs d'un côté, les Palestiniens de l'autre, leur offrir une autonomie et une dignité équivalentes, et ils vivront côte à côte en paix. Mais c'est une pure fantaisie, une approche simpliste et intellectuellement paresseuse du conflit au Moyen-Orient. On se dit, pourquoi ne pas simplement partager la terre? Traçons une ligne, divisons le territoire, chacun aura sa part, et le problème sera réglé. Mais ce n'est pas la réalité du conflit. Les Palestiniens ne veulent pas vivre paisiblement dans un État à côté d'Israël. Le mouvement palestinien, depuis sa création, vise à détruire l'État d'Israël. Ce n'est pas une solution à deux États, mais leur propre solution à un seul État. Quand vous entendez sur les campus universitaires des slogans comme « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », cela reflète l'objectif palestinien. Du fleuve à la mer Méditerranée, cela signifie l'anéantissement total d'Israël et son remplacement par la Palestine. Je pense que bien des gens ne veulent pas se confronter à cette réalité désagréable, car l'accepter vous oblige à admettre que cela rend la situation très difficile. Vous perdez alors l'argument pratique du partage équitable. Personne n'a réussi à concevoir une solution à deux États, qui ne constituerait pas une menace existentielle pour Israël. Comment Gaza s'intègre-t-elle alors dans une solution à un seul État? Je n'ai pas la prétention de parler de l'avenir à long terme de Gaza. On peut discuter de la Cisjordanie car elle est relativement stable. Il y a des problèmes de sécurité, certes, mais elle n'a pas traversé une guerre comme celle de Gaza. Il n'y a pas de solution à long terme pour Gaza tant qu'une solution à court terme n'a pas d'abord été trouvée. Il faut d'abord répondre à des questions comme « Les gens vont-ils y vivre? Seront-ils accueillis ailleurs? La région sera-t-elle reconstruite? Comment et par qui? Qui supervisera cela? Pour moi, parler d'avenir à long terme à Gaza est une perte de temps à ce stade. Mais si le modèle d'un État juif unique est mis en œuvre et fonctionne, il pourrait éventuellement être appliqué à Gaza, avec probablement du succès. Il existe un mouvement qui s'est développé, peut-être depuis la publication de votre livre, appelé Israël 365. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce que vous en savez? C'est un mouvement qui, je pense, croit fermement en l'idée d'un État unique, d'une solution à un seul État. Il repose sur deux axes principaux. Le premier est la sécurité nationale. Comme beaucoup, ils reconnaissent qu'Israël ne sera en sécurité que s'il exerce une souveraineté et un contrôle complet sur ce territoire. Sans cela, ce ne sera qu'une succession interminable d'attentats terroristes. Le second facteur est profondément religieux. De manière générale, ce sont des personnes qui lisent la Bible. Je souligne que beaucoup de gens lisent la Bible. Elle se vend à environ 2000 exemplaires par heure. Chaque année, environ 20 millions de personnes achètent une nouvelle Bible aux États-Unis. Et elle est très claire sur cette question. Dieu a fait une alliance avec Abraham, puis avec Isaac et Jacob, en promettant de donner cette terre, celle pour laquelle les Palestiniens se battent, au peuple juif. Et puis, il y a aussi les prophéties d'Isaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel qui parlent du retour du peuple juif sur cette terre. Beaucoup y croient profondément et pensent que nous devrions chercher à accomplir la volonté de Dieu, surtout lorsque, comme je le soutiens dans mon livre, cela peut conduire dans ce cas-ci à la meilleure issue pour tous les habitants dans la région, juifs, palestiniens, chrétiens, musulmans. C'est cela, le mouvement. Ils affirment s'inspirer de mon livre et je suis heureux d'avoir pu susciter une telle inspiration. Il s'agit d'un des points cruciaux. Certains affirment qu'ils ont également une revendication religieuse sur cette terre et que c'est la raison pour laquelle ils se battent avec tant de ferveur.
J'aimerais savoir en quoi cela consiste. Je suppose que tout un chacun pourrait dire qu'il a une revendication religieuse sur quelque chose, puisque la manière dont chacun pratique sa foi est assez subjective et personnelle. Mais si nous parlons la revendication religieuse sur cette terre qui est fondée sur des textes anciens et vénérés, il n'y a aucun doute qu'elle existe. Regardez, le premier temple a été construit il y a 3000 ans. Il a duré environ 500 ans avant d'être détruit par les Babyloniens, puis reconstruit. Puis il a duré de nouveau 500 ans avant d'être détruit par les Romains. Cela correspond à l'an 1 ou l'an 70, juste au moment où Jésus est arrivé. Jésus visitait les temples et le christianisme est né dans ces temples. La mosquée, ce fameux dôme doré que l'on associe à Jérusalem, est un magnifique bâtiment. Mais il n'a été construit que 600 ans plus tard. Et il n'y a pas une seule mention de Jérusalem dans le Coran, sans parler des autres lieux. Je pense cependant que le Coran reconnaît la divinité des prophètes juifs et chrétiens que sont Moïse, Jésus et Josué. Je pense qu'à un moment donné, la foi islamique a pris un mauvais tournant. Et encore une fois, je ne cherche pas à critiquer la foi ni les croyants. J'ai de nombreux amis musulmans. Cependant, en ce qui concerne la revendication historique sur Israël, je pense que de nombreux érudits islamiques la rejettent. Ce qui s'est produit au fil du temps, c'est que le débat est devenu avant tout politique plutôt que religieux. Vous êtes évidemment un sioniste assumé. J'ai constaté que ce terme peut revêtir de nombreuses significations différentes selon les personnes. Que signifie-t-il pour vous? Well, Zion is another word for Jerusalem, right? Sion est un autre mot pour Jérusalem. Un sioniste a été quelqu'un qui croit fermement au droit légal, moral et religieux du peuple juif à vivre en tant que nation libre et souveraine sur la terre d'Israël. Et cette terre, d'ailleurs, je le crois, s'étend à la Cisjordanie. Il existe toutes sortes d'adjectifs associés au sionisme. Certains se qualifient de sionistes religieux, d'autres de sionistes politiques. Moi, je suis tout cela à la fois. Je suis un sioniste sous tous les aspects du terme, mais la Torah parle très clairement de la façon dont les Juifs, s'ils suivent les voies de Dieu, prospéreront sur la terre d'Israël, et s'ils ne le font pas, ils seront expulsés. Les prophéties du retour ont une signification profonde pour moi. Sur un autre plan, regardez aussi la montée de l'antisémitisme partout dans le monde. Prenez l'exemple récent de ce qui s'est passé aux Pays-Bas, un véritable pogrom contre des Juifs sortant d'un stade de football. Si vous voulez utiliser les mots « plus jamais ça », pour moi ces mots n'ont aucun sens en dehors de l'État d'Israël. Quand ces jeunes ont été agressés aux Pays-Bas, qu'a fait Israël? Ils ont envoyé 2 avions à Amsterdam pour les ramener chez eux. Personne d'autre ne l'a fait. Donc, on peut appréhender ce terme sous différents angles, que ce soit à travers la foi juive, la sécurité nationale des Juifs, ou encore la liberté religieuse des Juifs. Ce petit endroit, de la taille du New Jersey, doit être le seul et unique État juif pour l'éternité. Et je consacrerai le reste des jours que Dieu me donnera à défendre ce principe. Vous avez dit que le plus grand défi pour les États-Unis, du moins dans la région, est l'Iran. Y aura-t-il une escalade jusqu'à la guerre avec l'Iran? Que peut-il se passer et que doit faire l'administration Trump? Nous sommes dans une situation jamais encore vue auparavant, avec des actions de confrontation directe entre Israël et l'Iran. Les Iraniens ont tiré environ 500 missiles balistiques, mais ils n'ont rien accompli de significatif. En revanche, lorsqu'Israël a riposté, il a non seulement neutralisé leur système de défense aérienne et détruit l'une des principales installations de recherche nucléaire iranienne, mais également démontré sa capacité à frapper l'Iran où et quand il le souhaitait. Je pense que l'Iran est désormais sur la défensive. L'Amérique pourrait donc intervenir et choisir une solution simple qui consisterait à appliquer des sanctions contre l'Iran. Depuis la fin du mandat de Donald Trump, le PIB iranien a doublé, alors qu'en 2016, quand Trump a été élu, la monnaie iranienne s'était effondrée à son niveau le plus bas de l'histoire. Plutôt que de passer par une option militaire, peut-être que les États-Unis pourraient donc imposer des sanctions massives pour pousser l'Iran au bord de la faillite, tout en envoyant le message clair suivant. Israël peut frapper à tout moment et n'importe où avec le soutien des États-Unis.
Si l'on prend en compte la chute monumentale de la valeur de la monnaie iranienne et la possibilité que le guide suprême soit déjà mort ou sur le point de l'être, il est probable que de profonds changements se produisent dans les mois à venir. Je reste optimiste, convaincu qu'une guerre ne sera pas nécessaire et que cela pourrait inciter l'Iran à se détourner de ses ambitions nucléaires. Toutefois, si l'Iran persiste dans sa quête pour se doter de l'arme nucléaire, je n'ai aucun doute que les États-Unis, en étroite coopération avec Israël, n'hésiteront pas à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre fin à cette menace. Pouvez-vous clarifier vos commentaires concernant le guide suprême ? Si vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y avait un rapport disant qu'il est mort. Il est atteint d'un cancer à un stade très avancé. C'est un vieil homme. Je ne sais pas si vous avez vu le film Princess Bride, mais il est soit mort, soit presque mort, et je suis sûr que cela aura des conséquences importantes pour la région. Quelles en seront vraiment les implications ? Le peuple iranien n'est vraiment pas derrière le guide suprême. Ils ne sont pas des fanatiques islamistes. Ils ne l'ont jamais été. Ils ont été pris en otage depuis 50 ans par ce régime fanatique qui a imposé à ce peuple une police des mœurs et un mode de vie. Mais les Iraniens sont très cultivés et j'imagine qu'ils aimeraient pouvoir à nouveau embrasser la modernité. Il y a tout un monde, celui de la science, de la technologie et de la culture, auquel ils ne participent plus. Par le passé, quand ils se sont révoltés, ils ont été réprimés brutalement par le régime. La question est de savoir si la mort du guide suprême ouvrira une fenêtre d'opportunité. Par ailleurs, l'arrivée de l'administration Trump, qui imposera d'autres règles de jeu à l'Iran par rapport à son prédécesseur, pourrait-elle être un catalyseur pour un changement de régime désiré par bien des Iraniens ? Si cela se produit, les États-Unis les soutiendront-ils ? Comment cela va-t-il se dérouler ? La réponse est que je ne sais pas. Mais il semble que nous soyons à l'aube d'un tournant décisif, un moment que nous n'avons pas vu depuis 5, 10 ans, ou même bien plus longtemps. Il est fréquemment affirmé que ces sanctions sévères, comme celles que vous décrivez, ou celles infligées à d'autres pays par le passé, frappent en réalité bien plus durement la population que le régime lui-même. En conséquence, est-il possible, selon vous, que la population iranienne ne finisse pas plutôt en colère contre les États-Unis ? Vous savez, sous l'administration Trump, il y a eu des sanctions sévères, mais nous n'avons pas perçu d'hostilité venant du peuple iranien. Les Iraniens veulent désespérément se débarrasser du joug de ce régime, mais c'est difficile lorsqu'on est un civil de s'émanciper d'une oppression militaire pour la simple raison qu'ils sont armés et que vous ne l'êtes pas. La question est donc de savoir comment tous ces facteurs vont s'entrelacer. Je ne sais pas, mais l'année à venir sera très importante. As we've seen on college campuses around the US and frankly all over the place in the UK and in Canada. Sur les campus universitaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, il y a une forte animosité envers Israël et les Juifs. Non seulement de la gauche, mais aussi dans certains cas de la droite. Pensez-vous que cela pourrait influencer l'administration Trump? L'Amérique reste massivement favorable à Israël, tant sur le plan absolu que par rapport à son combat contre le Hamas et le Hezbollah. Je pense que la plupart des Américains comprennent qui a raison et qui a tort. Ce qui se passe sur les campus universitaires doit être sans cesse alimenté. Ces étudiants sont mal informés sur les circonstances actuelles et, à mon avis, en grande partie influencés par des forces communes, largement anti-américaines, qu'il s'agisse de Soros ou de la fondation Rockefeller. Cela se manifeste par l'absence de véritable direction centrale parmi les étudiants. Lorsque les étudiants montent sur scène et prononcent des discours, ils tiennent un iPhone et lisent un texte qui leur a été envoyé par email depuis un QG quelque part. Mais ce n'est pas un mouvement spontané. On leur montre des images qui choqueraient n'importe quel être humain, comme des photos de bébés morts. Certains d'entre eux sont malheureusement des bébés décédés dans ce conflit. D'autres proviennent de la guerre civile syrienne. Ils manipulent les émotions de ces étudiants. Ce qui est fascinant avec ce soulèvement étudiant, c'est qu'au semestre de printemps dernier, leurs revendications commençaient par la Palestine du fleuve à la mer. Aujourd'hui, cela a évolué. Cette revendication figure désormais à la 4e place dans leur liste. Désormais, ils réclament la fin du projet colonial américain, bien que l'on ne sache pas bien ce que cela signifie. Ceux qui les dirigent sont très stratégiques.
Ils ont ciblé les jeunes les moins informés et les plus influençables. Il est quasiment impossible d'obtenir un poste permanent dans une université américaine si l'on est pro-Israël. Ces étudiants bénéficient de nombreux soutiens dans le milieu académique. Mais je ne pense pas que ce soit réel, car ces jeunes, aujourd'hui, ils manifestent pour la Palestine. Demain, ils manifesteront encore pour la Palestine, puis ils trouveront un autre grief pour lequel manifester. Puis ils essaieront de trouver un travail. Et là, ils réaliseront que l'entreprise a fait des recherches sur eux, sur Internet, et découvert les actions menées durant leur passé de militants. Ils ne réussiront donc pas à décrocher un emploi. Je suis choqué de voir à quel point les gens sont mal informés, même dans des écoles qui se veulent de qualité. L'aide américaine à Israël est un autre sujet qui revient fréquemment. Certains critiquent cette aide aux États-Unis, mais il existe même des sionistes comme Liei Leibovitch dans Tablet Magazine qui s'opposent à cette aide des États-Unis à Israël. Il serait intéressant d'explorer cette question. Quel est votre avis à ce sujet? En réalité, l'aide à Israël représente une somme minime dans le cadre du budget global de l'aide étrangère des États-Unis. Même pendant la guerre, alors qu'Israël a eu des besoins spécifiques, cela reste une fraction de ce qui est envoyé en Ukraine. Mais, plus important encore, il existe ici un bénéfice réciproque. D'abord, Israël achète presque toutes les armes qu'il reçoit. Ce n'est pas de l'aide, mais un financement militaire, exclusivement destiné à l'équipement militaire. Et presque tout est acheté aux États-Unis, ce qui a un impact commercial évident. Mais ce qui compte encore plus, c'est la relation entre Israël et les États-Unis, qui est bien plus réciproque et partenariale que celle de n'importe quel autre pays, à l'exception peut-être du Royaume-Uni. Vous devez voir les services de renseignement des deux pays travailler ensemble. J'y ai passé 4 ans à œuvrer sur la coopération entre les communautés de renseignement et les armées des deux nations. Par exemple, les États-Unis fabriquent un F-35, un avion d'une complexité incroyable, mais ils ne l'utilisent pas en combat. Heureusement, ils n'ont pas besoin de le faire. Israël, en revanche, utilise ces F-35 en combat, modifie les systèmes avioniques, réajuste la configuration des casques, les améliore. Toute cette technologie améliorée par Israël est ensuite renvoyée aux États-Unis. Ces deux pays, malgré la distance, se battent ensemble. Et je peux vous dire, avec certitude, même si je ne peux pas entrer dans les détails à cause de la confidentialité de ces informations, que des Américains sont aujourd'hui en sécurité grâce à la coopération et aux échanges de renseignements avec Israël. Donc, je ne mettrai pas cette aide sur le même plan que celle qu'apportent les États-Unis à d'autres pays. C'est un investissement d'une importance capitale et les États-Unis bénéficient d'un retour sur investissement exceptionnel. Que dire des sionistes qui pensent que cette aide devrait prendre fin? Écoutez, c'est une idée très noble de penser qu'Israël devrait être entièrement indépendant de tout pays, mais ce n'est pas réaliste, du moins pas dans la situation actuelle. Israël mène une bataille existentielle et a des besoins spécifiques. Israël pourrait-il se détacher progressivement sur une période de 10 à 20 ans? Bien sûr, j'y serais favorable. Je ne souhaite pas qu'Israël se retrouve constamment dans une position où il dépend de l'argent des États-Unis, bien que je pense que l'Amérique en tire un bon retour. Mais Israël n'est pas dans cette position aujourd'hui. Vous avez eu des conversations avec votre ami Mike Huckabee, qui sera le prochain ambassadeur. Quel est le principal conseil que vous lui avez donné? Je ne pense pas qu'il sera en charge de la politique. Cela viendra probablement de Washington. S'il a la chance de bénéficier de la latitude que j'ai eue avec le président Trump, il aura peut-être l'occasion d'influencer une grande partie des décisions, mais je ne sais pas ce qu'il en sera. Tout dépendra de sa relation avec le président. Cependant, voici ce que je lui dirai, et c'est ce que j'ai dit à mes successeurs sous l'administration Biden. Cela peut sembler banal, mais la chose la plus importante à faire est de demander chaque matin où se trouvent les soldats en train de se remettre de leurs blessures, et s'il y a des familles qui pleurent la perte d'un enfant, surtout durant la période de deuil. Il faut être conscient qu'il y a des familles qui souffrent et passer quelques heures chaque jour à leur donner du réconfort pour leur dire que les États-Unis prient pour elles. J'ai fait cela de nombreuses fois.
Et je peux vous assurer que les Israéliens, au-delà des mots, apprécient profondément l'idée qu'un ambassadeur représentant le président des États-Unis se soucie réellement de leur bien-être, qu'il comprend leur douleur. Cela prime sur tout le reste. Ambassadeur David Friedman, c'était un vrai plaisir de vous recevoir dans cette émission. C'était une excellente conversation. Merci Yann. Merci à tous de nous avoir rejoints, ambassadeur David Friedman et moi-même, Yann Yekelek, pour cet épisode de American Thought Leaders.